faut lire les confessions d'un assassin financier de John Perkins, parce que c'est la preuve que Pasolini avait raison. Il faut lire Pourquoi je hais l'indifférence d'Antonio Gramsci, parce que c'est d'une pertinence actuelle. Il faut lire surtout Pier Paolo Pasolini, qui a écrit un très beau texte sur Gramsci, Les cendres de Gramsci. Il y a aussi de Pasolini les lettres luthériennes, la vie violente et la rage. Il faut lire Pasolini, parce qu'il est complètement et totalement contemporain. Pier Paolo Pasolini décrit la joie de l'Américain qui se sent identique à un autre million d'Américains dans l'amour de la démocratie. Voilà la maladie du monde, futur. Quand le monde classique sera épuisé, quand tous les paysans et les artisans seront morts, quand l'industrie aura rendu inarrêtable le cycle de la production et de la consommation, alors notre histoire prendra fin. Pasolini parle de fascisme de la société de consommation. On pourrait parler de fascisme des transnationales qui, par le biais de l'Empire américain et de leur propagande libérale libertaire, organisent un chaos mondial, une destruction idéologique et culturelle pour asservir les peuples à une doxa impérialiste des transnationales US. Et ce, afin de créer deux classes sociales bien distinctes, celle des propriétaires et celle du bétail, dont je fais bien évidemment partie. La propagande, la manipulation, le mensonge, le détournement des mots, le chaos par des concepts contradictoires, Machiavel, Sun Tzu, Clausewitz, Musashi, tout ça mis dans un shaker avec une pointe de Bernet et un soupçon d'analyse transactionnelle, et surtout bien remué, pour obtenir une multitude de stratégies contre le peuple, comme la stratégie du pompier pyromade, créer des problèmes, puis offrir des solutions, la stratégie de la distraction ou de la dégradation, la stratégie du différé, la stratégie du neuneu, ou comment s'adresser au public comme à des enfants en bas âge, ou faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion, et surtout maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise, et encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Remplacer la révolte par la culpabilité, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, la stratégie de mettre le cerveau en vrac par la logique d'inversion ou la pensée contradictoire, avec l'utilisation d'oxymores. Fonctionnaire de l'art est un oxymore, par exemple. Tout ce florilège de stratégies forme des armes de propagande et de déstabilisation que l'Empire US et les transnationales mondialistes utilisent en permanence. Le public ne peut pas comprendre cette arme, et donc ne peut pas croire qu'il est attaqué et soumis par une arme. C'est le silent weapon for quiet war, arme silencieuse pour une guerre sans bruit. Pasolini pourrait conclure que le consumérisme et l'hédonisme de masse ont abouti à une révolution anthropologique. L'importance capitale de l'abrutissement des classes populaires, la confiscation de la culture par la classe dominante et qui va avec la disparition des classes moyennes n'a qu'un but, dominer les classes pauvres et ouvrières en leur empêchant l'accès au savoir et tuant ainsi la subversion et la pertinence et surtout en éradiquant toute forme de rébellion, s'assurant ainsi de la docilité servile d'un peuple béat et reconnaissant de sa condition. La culture et l'art contemporain sont les instruments de cette mise en esclavage, amenant les artistes à une pensée conforme, les spectateurs à se fondre dans une doxa dominante, et le public à une aliénation mentale par l'acceptation de concepts nihilistes et antinomiques, et surtout totalement incohérents. Pasolini était effaré par la fin rapide de la civilisation paysanne, soulignant ensuite que tout allait disparaître, la tradition, l'éducation, la religion, la culture. Juste avant son assassinat, Pasolini observe que le grand remplacement a eu lieu avec notre américanisation, l'hédonisme et la télévision. C'est le triomphe du rien, du vide, du banal. Walter Benjamin ou Georges Simmel se sont eux aussi intéressés au banal, les feuilletons, les vitrines, les galeries marchandes, le cinéma ou le Grand 8, pour y déceler les fondements de la culture moderne. Mais n'est-ce pas plutôt la sous-culture moderne, celle que l'on donne aux masses pour les abrutir davantage? Car seuls sont admis à participer aux jouissances de l'art et de la culture les beaux esprits, l'élite et les propriétaires, l'hyperclasse. La séparation des classes commence par la culture et par le langage. Quand je vois des jeunes artistes avec la maîtrise d'un langage propre à l'art contemporain français et à la culture française,
langage qui crée de facto une scission entre le peuple et ses élites. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ils acceptent ce jeu mortifère? C'est pas possible, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils font. En général, la plupart des artistes français sont issus de ces mêmes milieux populaires. Comment adoptent-ils un système qui rejette et crache sur les milieux dont ils sont issus? Je comprends pas. Ces milieux populaires qu'on leur apprend à rejeter et à mépriser. Pourquoi font-ils ça? Par peur d'être traités de populisme, de nationalistes, ou simplement par arrivisme visqueux? La langue contemporaine est un novlangue culturel, incompréhensible par le petit peuple et parfois incompréhensible même par ceux qui la pratiquent. Au-delà du manque de générosité, les cultureux nous le disent, la langue reste intrinsèquement une structure porteuse de ségrégation culturelle. Je dirais plutôt de discrimination sociale et l'affichage exécrable d'un mépris de classe. Comme disait Zbigniew Brzezinski, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley n'est pas un livre de science-fiction, mais un programme politique. À l'image du générateur de critiques d'art imaginé par l'artiste Éric Maillet en 2006 au Palais de Tokyo, un mélange d'aléatoire et d'intelligence artificielle qui produisait des commentaires de critiques, comme par exemple « Il est regrettable que l'aporie de la praxis censure le concret. En outre, la mise en réseau du protocole nourrit le différentialisme. » Bravo Éric, mais tu n'as rien inventé, car déjà Molière à son époque disait des médecins « Les médecins savent parler beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir, les diviser, mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout. » Molière disait aussi « Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles gens du monde, voyez-les faire, les plus ignorants des hommes. Toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatia, en un spécieux babil, qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. » Ces citations de Molière peuvent facilement s'adapter à la culture française et aux artistes contemporains. Pour conclusion, cette citation de Molière dans Don Juan, « Tous les discours n'avancent point les choses, il faut faire et non pas dire. » Quelques années plus tard, Mao Tse-tung disait « C'est par la pratique que l'on conçoit la vérité, le fondement de la théorie, c'est la pratique. » Comment, en France et dans la culture française, a-t-on pu oublier des principes aussi élémentaires, aussi vrais? Quant au peuple bovin, le public de base, c'est la télévision poubelle, les stades, la pub, les journaux débiles, les jeux vidéo, la fumette, les blagues prout-prout. Alors, l'élite fulmine. L'élite, l'hyperclasse, sont contents de cette ségrégation élitaire. Salauds de pauvres! Taillot, taillot! Vive les chasses du comte Zaroff! Taillot, taillot! Mort aux populistes! Mort aux pauvres! Mort à la masse! Aux pulls à sueur, aux gagne petits, aux pouces mégots! On dirait les vieilles diarrhées verbales des nazis. D'un côté les surhommes de la race des seigneurs, et en face les Untermensch, les sous-hommes, dont bien évidemment, encore une fois, je fais partie, et probablement vous aussi. Pécher n'est pas faire le mal. Le vrai péché, c'est de ne pas faire le bien, disait Pier Paolo Pasolini. Cette élite, soucieuse de préserver leur précaré, ont-ils lu des livres de chevalerie, comme l'ingénieux noble Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantes, ou le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, ou le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, Orlando Furioso, l'Orlan furieux d'Arioste, ou alors Sir Nigel d'Arthur Conan Doyle, ou l'Ivanhoé de Walter Scott. Est-ce qu'ils ont lu au moins Chrétien de Troyes, avec Yvain ou le Chevalier au Lion, le Comte du Graal, ou le roman de Perceval, Lancelot, ou le Chevalier de la Charrette? Si les élites dominantes et les jeunes artistes avaient lu comme moi tous ces livres de chevalerie, ils auraient compris que la première règle de la chevalerie, c'est de défendre les petites gens, les vieillards, les veuves et les orphelins. Au lieu de se pavaner dans des voitures bling-bling avec des costards à 70 000 boules, au lieu de créer un gouffre social avec une inculture crasse et de se masturber avec un langage élitaire et abscon comme la lune bien entendu, eh bien ils essaieraient de se comporter comme des chevaliers, avec toute la noblesse que cela sous-entend.
Autrefois, la noblesse se faisait conchier par les artistes, comme une espèce d'équilibre social, remettant ainsi les choses à leur place, un yin-yang salutaire. Tous ces gens de la noblesse, qui étaient du reste extrêmement cultivés, lorsqu'ils perdaient leur honneur, avaient le tact et l'élégance de se tirer une balle dans la tête. Mais n'est pas gentilhomme qui veut, il faut des siècles de pratique. Quant aux artistes contemporains, ils pensent être des révolutionnaires en devenant des laquais obséquieux et des lèche-culs consciencieux. Ils sont même félicités et remerciés par le prix du chant, par le prix Audi ou par le prix HSBC. Idiots utiles et tristes collabos qui font des petits magrites et baissent leurs frocs. La gâterie bon marché par les idiots du village global. La propagande de l'Empire US voudrait nous transformer en citoyens d'un gouvernement mondial US. Mais de quel monde parle-t-on? D'un monde où l'oligarchie dominante d'une hyperclasse mettrait en esclavage les peuples? La ségrégation est déjà faite par la culture et l'art contemporain. Comment les artistes n'arrivent-ils pas à connecter les événements entre eux, assembler le funeste puzzle? D'où provient l'argent? Où il va? Suivre l'argent? Voilà les vraies questions. Car, petit Gonzo, quand les banques et les assurances vous conseillent en art, il est temps de partir dans le Larzac avec son riot gun et sa hache. Cicéron l'a dit, au tempora au mores. Tempora qui est aussi un plat japonais, et puis Cicéron, ce n'est pas la revue Cercle et Carré. L'Empire Yankee, d'après John Perkins, se comporte comme la mafia. Tu choisis, c'est de l'or dans tes poches ou du plomb dans ta tête. Et puis si tu n'aimes pas l'art moderne ou l'art contemporain, tu auras la cravate sicilienne. Sinistra fortuna. Pour les nouveaux cocus du vieil art contemporain, merci à vous de suivre ces épisodes. Vive la résistance Gonzo!